ça jusque dans les années 60. Alors, quand on nous traite de xénophobe, parce qu'avec la loi 101, on a garanti l'enseignement de l'anglais aux anglophones. On a dit on va financer des écoles françaises publiques seulement en français pour les nouveaux arrivants, ce qui se fait au Canada depuis toujours. Quand on ne connaît pas notre histoire, on peut facilement se faire culpabiliser. Et c'est ce que le Canada anglais fait sans arrêt. Alors, notre conférencier fait un travail très important de ce côté-là. Il est l'éditeur de la maison d'édition du Québécois. Il a écrit déjà un livre, c'est assez intéressant, sur Michael Ignatieff, Un danger pour le Québec. Alors, ça devrait être très intéressant. Et ce livre-là, Loyalisme et fanatisme, petite histoire du mouvement orangiste canadien. Alors, sans plus tarder, on invite Pierre-Luc Bégin. Alors, merci beaucoup Mario. Bien, merci de la belle invitation de venir vous parler, vous dire quelques mots ce soir. À propos principalement de l'orangisme, donc mon travail que j'ai effectué pour aboutir à un livre qui s'intitule Loyalisme et fanatisme. Mais je pourrais aussi vous dire quelques mots de Michael Ignatieff, si vous voulez connaître davantage le personnage. J'ai sorti ce livre-là il y a près de 2 ans, au début de la course à la chefferie au Parti libéral du Canada, parce que je me disais, comme bien les observateurs, que c'est cet homme-là qui allait remporter la course à la chefferie. Puis Dion a pris tout le monde par surprise, s'est faufilé, a réussi à devenir le chef du Parti libéral du Canada. Mais là, Ignatieff est de retour, c'est un homme qu'on ne connaît pas, et c'est important de le connaître. C'était pour ça que j'avais fait ce travail sur lui. Donc, je pourrais vous en dire quelques mots si vous êtes curieux de le connaître davantage. Puis, je vous dirais que c'est pas sans lien avec le propos premier que je vais tenir à propos de l'orangisme, puis de tout le phénomène de répression du fait français qu'il y a eu au Canada anglais dans toute l'histoire de ce pays, finalement. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit voyage au cœur de l'orangisme canadien. Mon livre s'intitule Petite histoire du mouvement orangiste canadien, mais ce soir, vous aurez une petite histoire du mouvement orangiste canadien parce que je vais vous faire un survol de ce qu'a été ce mouvement-là. Puis pour ceux qui seront intéressés, bien sûr, à connaître plus en détail l'histoire de cette organisation, vous pourrez vous procurer le livre à prix spécial ce soir. Bon. Mon petit speech, vous me pardonnerez le mot de vente, est fait. Qu'est-ce que c'est que le mouvement orangiste canadien? Bien, ce que ça nous apprend quand on étudie cette organisation-là, c'est que la répression qu'il y a eu contre les francophones au Canada, le racisme anti-français qu'il y a eu au Canada, c'est pas un phénomène qui a été uniquement spontané, gratuit et désorganisé. Donc, si on sait déjà, malgré qu'il y a bien des gens qui ne savent pas que le Canada anglais s'est construit sur une volonté d'assimiler le Canada, pardon, non seulement le Canada anglais, mais le Canada dans son ensemble s'est construit sur une volonté d'assimiler les francophones, de les réduire à l'état de porteurs d'eau, puis ensuite de les faire carrément disparaître de ce pays. On sait encore moins que ce phénomène-là s'est organisé et s'est même institutionnalisé, c'est-à-dire que le racisme anti-francophone, le racisme anti-français, le racisme anti-québécois a pu s'incarner à travers plusieurs institutions, dont une des plus importantes sera le mouvement orangiste. Donc, mon exposé, ce sera assez simple. Je vais vous présenter rapidement les origines de cette organisation-là pour voir comment elle a pu s'implanter au Canada d'une manière fulgurante et très étonnante. Comme c'est un pan de notre histoire qu'on nous cache, vous serez peut-être surpris des quelques chiffres que j'avancerai, puis qui prouvent à quel point l'organisation orangiste a été quelque chose qui était loin d'être marginal, mais qui était au cœur de la vie politique du Canada pendant au moins un siècle et demi. Donc, des origines de ce mouvement à son expansion fulgurante, aujourd'hui, de cette organisation-là, qui, en tant que telle, n'est pas disparue. Donc, je peux tout de suite vous dire qu'il existe encore aujourd'hui de nombreuses loges orangistes au Canada. Mais au-delà de l'organisation elle-même, au-delà des loges qui subsistent au Canada anglais, mais aussi au Québec même, il y a une pensée orangiste qui s'est construite au fil des décennies, au fil des siècles même. Puis ça, il en reste encore beaucoup de cette pensée orangiste dans la pensée canadienne-anglaise qui nie le fait français, qui discrimine les francophones, qui réduit toujours le Québec à moins que rien.
Donc, on va passer à travers cette histoire-là, puis bien sûr, vous pourrez me poser des questions à la fin de mon exposé. Donc, le mouvement orangiste, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une organisation qui est née en Irlande à la faveur du conflit entre les Irlandais catholiques et les protestants pro-britanniques qui vont envahir l'Irlande. On se retrouve au XVIIe siècle quand il y a une bataille cruciale entre les troupes de Jacques II, roi catholique irlandais, et Guillaume III d'Orange, protestant, qui décide d'essayer de prendre le contrôle de l'Irlande, jusqu'à ce qu'il y ait une bataille cruciale qui fera que Jacques II sera défait, donc les catholiques irlandais seront défaits par les troupes protestantes de Guillaume III d'Orange, ce qui marque le début de la conquête protestante de l'Irlande, et puis à partir de ce moment-là, les protestants qui afflueront en Irlande pour bien sûr essayer de coloniser l'Irlande, noyer les Irlandais catholiques dans un flot d'immigration protestante, bien ils se sentiront légitimés de conquérir l'Irlande, puis d'asseoir leur pouvoir en Irlande, en prenant appui sur cette victoire militaire importante de Guillaume III, l'orangiste, le protestant, c'est-à-dire face à Jacques II, le catholique. Donc, la mythologie du mouvement orangiste va s'appuyer sur cette victoire militaire-là importante, mais c'est pas tout de suite après cette victoire militaire des protestants que l'organisation orangiste en tant que telle va naître. C'est qu'on se retrouve en 1690, quand il y a cette bataille importante entre les catholiques et les protestants. Puis le siècle qui suit est un siècle d'affrontements constants entre les Irlandais catholiques et les protestants qui affluent en Irlande, parce que bien sûr, les Irlandais ne vont pas se laisser envahir et coloniser sans rien faire. Hein. On connaît le courage des Irlandais qui réussiront. D'ailleurs, plus tard dans l'histoire, au début des années 20, à acquérir leur indépendance, sauf pour l'Irlande du Nord, bien sûr, ce qui est lié à l'orangisme d'ailleurs. Donc, les catholiques et les protestants entrent en confrontation. C'est un siècle de guérilla qui suit la victoire militaire de Guillaume d'Orange en 1690. Puis les protestants ont d'ailleurs la difficulté à avoir le dessus sur les Irlandais catholiques qui sont très pugnaces, qui sont très braves, qui sont très courageux, puis qui combattent férocement les protestants. À tel point que les protestants se disent on ne peut plus être divisé en une multitude de petits groupes et groupuscules et bandes de guérilla, comme on pourrait dire aujourd'hui. On doit essayer de se rassembler sous une même bannière pour fédérer nos forces et à ce moment-là, asseoir notre conquête de l'île d'Irlande. Il y aura une organisation comme ça qui va naître pour fédérer tous les groupes protestants qui font la lutte aux catholiques. Cette organisation, ce sera le mouvement orangiste qu'ils appellent le Royal Order of Orange, c'est le nom officiel de l'organisation, qui naît donc en 1795, donc un siècle après la cruciale bataille de 1690, la bataille de la rivière La Boyne, c'est le nom que l'on donne à cette bataille, étant donné qu'elle a eu lieu sur les rives de la rivière La Boyne. Et on décide de s'appuyer sur cette victoire-là, donc pour créer cette organisation orangiste. On se réclame de Guillaume d'Orange. On décide que le jour le plus important dans le calendrier orangiste, ce sera le 12 juillet, qui correspond à la victoire des protestants contre Jacques II le catholique, donc la victoire de Guillaume d'Orange sur Jacques II. Et dès le départ, le mouvement orangiste a un succès fulgurant parce que ce qu'on établit comme programme politique pour cette organisation-là, c'est d'être les champions du suprémacisme WASP, c'est d'être les champions de la foi protestante, les champions de la défense de la monarchie britannique, et en conséquence, ce sera le rejet de tous ceux qui ne sont pas anglo-saxons et protestants. Et puis le succès est rapide, donc après l'Irlande, tout de suite l'Écosse adhère au mouvement orangiste. Toutes les îles britanniques vont se retrouver emplies de loges orangistes dans tout le territoire des îles britanniques. Et puis quelques années après la fondation de l'Ordre d'Orange en 1795, les colonies commencent aussi à être influencées par le mouvement orangiste. Donc, différentes colonies, par exemple la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les colonies africaines qui sont sous la coupe de l'Empire britannique. On va également fonder là des loges orangistes. Et bien sûr, en Amérique du Nord britannique, donc
au Canada. Le mouvement orangiste va apparaître rapidement après la fondation de la Maison mère irlandaise. La Maison mère irlandaise, c'est 1795. Bien, l'Ordre d'Orange au Canada, c'est dès 1799. Donc, quelques années séparent l'apparition de l'orangisme originel en Irlande et l'apparition de l'orangisme au Canada. Comment l'orangisme se transporte jusqu'ici? Par quelle voie cette organisation raciste, suprémaciste, xénophobe, parce que c'est vraiment un programme de rejet de tout ce qui n'est pas britannique, le programme du mouvement orangiste. Comment cette organisation-là apparaît au Canada? Bien, on se retrouve au lendemain de la conquête, hein, en 1799. La conquête est assez récente, et puis les Britanniques ici décident d'asseoir leur puissance, d'établir un système d'exploitation comme ils l'ont fait partout sur la planète. C'est donc un régime qui ressemble beaucoup à une occupation militaire encore là, à la fin du 18e siècle. Il y a énormément de militaires britanniques en garnison au Canada, au Québec. Et plusieurs d'entre eux ont adhéré au mouvement orangiste en Irlande, en Écosse, dans les îles britanniques. Donc ces orangistes-là, qui adhéraient à certaines loges orangistes dans leur coin d'origine des îles britanniques, se retrouvent dans des villes de garnison en Amérique du Nord comme Kingston, comme York, qui deviendra Toronto, et comme Québec et Montréal. Et puis ici, ils décident de fonder de nouvelles loges, étant donné qu'ils sont éloignés de leur loge d'origine. Et les premières loges qui apparaissent dès la fin des années 1700 et au début des années 1800 sont des loges militaires, qui ne sont donc pas voués à un très, très grand avenir, étant donné que les militaires sont appelés à être mobilisés dans d'autres endroits. Puis là, ces loges-là peuvent éclater. Donc, les troupes en garnison à Québec peuvent se retrouver tantôt mobilisées dans les Antilles, ou mobilisées en Afrique, ou en un autre endroit de l'Amérique du Nord britannique. Donc, on n'a pas là un début durable pour le mouvement orangiste. Qu'est-ce qui fait que le mouvement orangiste va asseoir sa présence de manière très durable au Canada, au Québec, en Amérique du Nord? C'est le flot d'immigrants protestants qui sera très important à partir du début des années 1800 au Canada. Hein? Comme dans tous les pays que les Britanniques ont conquis, ils décident de coloniser au maximum le territoire pour s'assurer un contrôle des indigènes et un contrôle du pays. Donc, il y aura énormément d'immigration protestante, britannique, qui affluera au Canada, en Amérique du Nord, et beaucoup d'entre eux auront été orangistes dans les îles britanniques et vont également fonder de premières loges civiles ici, au Québec, dans le Canada, donc en Amérique du Nord britannique. On peut donc situer une première période de l'histoire du mouvement orangiste canadien qui va de 1800 à 1830, où là, les loges commencent à pousser tranquillement à gauche et à droite, mais sans qu'il y ait d'organisation centralisée à ce mouvement-là. Donc la pérennité de l'organisation orangiste, sa durabilité, sa survie dans le temps n'est pas encore assurée, mais il y a déjà un succès quand même assez étonnant. Comment s'explique ce succès-là dès le départ? C'est que vous comprendrez qu'en Irlande, l'ennemi des orangistes, c'était le catholique irlandais. Bien, ici également, il y a une immigration irlandaise catholique que les orangistes vont combattre, mais il y a bien sûr des Canadiens français qui sont eux aussi de salles papistes, de salles catholiques, mais qui en plus ne parlent pas la grande langue anglaise qui devrait être obligatoire dans l'Empire. Donc, une raison supplémentaire de combattre cette population d'indigènes, c'est le fait qu'ils parlent français. Donc, ils ont un ennemi tout désigné qui, pour les dirigeants orangistes, permettra de susciter la haine dans leur rang pour pouvoir grossir l'organisation, puis toujours augmenter d'un cran le fanatisme contre tous ceux qui ne sont pas WASP, contre tous ceux qui ne sont pas anglo-saxons. Donc, cette première période des années 1800 à 1830 voit déjà un premier boom là, du mouvement orangiste au Canada, mais il faudra attendre la venue d'un homme qui sera assez visionnaire et assez charismatique, paraît-il, qui
qui s'appelle Ogle Gowen. Ogle Gowen, c'est le véritable père de l'orangisme au Canada. Il était orangiste quand il a quitté l'Irlande du Nord pour venir en Amérique du Nord britannique, mais ce n'était pas un orangiste de premier plan. Sauf que lorsqu'il arrive ici, il se rend compte que des orangistes de premier plan, des dirigeants qui pourraient prendre la tête de ce mouvement-là au Canada, au Québec, il n'y en a pas. Puis il considère que si on ne dote pas le mouvement orangiste d'une figure de proue qui pourra centraliser l'organisation du mouvement orangiste, bien, ce sera un mouvement désarticulé, désorganisé, qui pourra vivre, qui pourra avoir de l'influence, mais qui ne deviendra pas une organisation politique de premier plan dans le Nouveau Monde, en Amérique. Donc cet homme-là prend sur lui d'accroître sa popularité personnelle dans le mouvement orangiste canadien et de proposer le projet de fédérer toutes les loges existantes au Canada, en Amérique du Nord britannique, en une grande loge pan-canadienne. Donc, une grande loge qui centralisera la direction du mouvement, puis qui s'occupera de donner une direction cohérente au mouvement orangiste au Canada. Donc, on se situe à ce moment-là vers 1830, et son projet est bien accueilli. Les orangistes comprennent que s'ils demeurent dispersés, chacun dans leur loge locale, le mouvement ne pourra pas grossir, le mouvement ne pourra pas être influent. Il y a donc la création d'une grande loge pan-canadienne et de grandes loges provinciales. Donc la structure du mouvement est assez simple finalement. On a des loges locales dans plusieurs localités que l'on regroupe dans des grandes loges provinciales qui elles-mêmes sont regroupées dans une grande loge pan-canadienne. Et puis à partir de ce moment-là, le succès de l'orangisme est absolument incroyable. Pardon, je retombe un petit peu dans mes notes pour ne rien oublier. Donc Ogle Gowen, cet homme qui devient le père de l'orangisme canadien, devient une figure de proue importante au Canada anglais, un leader d'opinion qui accroît la puissance du mouvement orangiste. Et cet homme-là va avoir l'intelligence d'assurer une certaine relève. Il va former des cadres pour pouvoir lui succéder et faire qu'à sa mort, le mouvement orangiste ne va pas tomber, ce qui aurait pu être le cas. Dans certaines organisations politiques, on a un leader historique qui apparaît, qui donne de la popularité à un mouvement, mais cet homme-là meurt, puis là, le mouvement se retrouve déliquescent, le mouvement s'étiole jusqu'à disparaître. Mais Gowen aura l'intelligence de former des cadres, de former une relève. Puis là, je m'écoute parler, vous raconter l'histoire de l'orangisme. Je vous dis tout de suite, il y a des leçons à tirer au plan de l'organisation politique par rapport à l'organisation de ce mouvement orangiste. Si nos ennemis, si ces Canadiens anglais, farouches, racistes, anti-français, ont pu avoir tant de succès dans leur tentative de discrimination et de répression du fait français, Mario, en présentation, parlait de toutes ces lois qui ont été votées au Canada anglais pour pouvoir réprimer le fait français. Ça ne s'est pas fait spontanément. C'est parce que ces gens-là étaient organisés, brillamment organisés, ils étaient très structurés. C'est une leçon, ça, qu'on peut tirer de l'histoire du mouvement orangiste. Ces gens-là vont s'organiser sérieusement. Donc Gowen finira par quitter ce monde et laissera en place un mouvement bien vivant avec des cadres prêts à prendre la relève. Le mouvement, à sa mort, est situé partout au Canada anglais et même au Québec. Donc, durant le 19e siècle, le mouvement va bien sûr s'établir d'abord en Ontario, où il y a les loyalistes américains qui sont venus s'installer, qui sont de farouches défenseurs de la couronne britannique. Évidemment qu'il y a un terreau fertile pour développer l'orangisme. Au Nouveau-Brunswick, dans les provinces des Maritimes, l'orangisme va s'installer là assez tôt, notamment parce qu'il y a les Acadiens que l'on doit réprimer, il y a un ennemi là à combattre, puis qui peut susciter la popularité d'un mouvement comme le mouvement orangiste. Puis au fil du développement de la colonisation de l'Ouest canadien, le mouvement orangiste va s'assurer d'être présent au fur et à mesure que des colons s'installeront dans l'Ouest canadien. Et à la fin du 19e siècle, le mouvement orangiste est présent dans toutes les provinces canadiennes. À Terre-Neuve, le mouvement orangiste est très très fort, mais il est présent du Labrador à Vancouver, dont au Québec.
Le mouvement orangiste s'organise sérieusement, comme je vous le dis, à la fin du 19e siècle, recruter des hommes, parce que c'est tout d'abord les hommes, une clientèle masculine que l'on vise, recruter des hommes pour devenir de fiers orangistes, c'est rendu chose facile, les adhésions abondent au Canada anglais, et le mouvement orangiste va commencer à se doter d'ailes plus particulières dans son mouvement. Il y aura notamment la création d'une aile féminine. Une aile féminine qui s'appellera, je ne veux pas me tromper, The Ladies Orange Benevolent Association. Donc, une aile féminine pour ces dames orangistes qui, peut-être lasses de voir leurs époux sans cesse au local de la loge orangiste, décideront elles aussi de se regrouper. Ce sera aussi un succès à tel point que l'organisation orangiste féminine sera une des premières organisations féminines d'importance au Canada. Je dis bien féminine et non pas féministe, hein, parce qu'on comprend un peu l'optique très réactionnaire du mouvement orangiste, mais comme organisation de femmes, comme regroupement de femmes, les dames orangistes forment un des premiers mouvements importants de femmes dans l'histoire du Canada. Le mouvement orangiste, également, veut assurer une certaine relève. On va donc se doter de loges jeunesse, d'une aile jeunesse, les Orange Young Brightons. Encore là, c'est un succès. Donc, pour les jeunes de 16 à 21 ans, on leur demande d'adhérer dans ces loges-là. Puis, papa orangiste et maman orangiste inscrivent bien sûr leurs jeunes orangistes dans ces loges jeunesse, ce qui fait encore grossir les rangs du mouvement. À quel point c'est un succès? Bien, pour vous donner une idée, en 1880, ce ne sera pas suffisant d'avoir une aile jeunesse pour les jeunes de 16 à 21 ans. On va également se doter de loges pour les enfants. Donc, les enfants de 6 à 16 ans seront invités à faire partie des Junior Orange Lodges pour endoctriner ces jeunes-là et faire que plus tard, bien, ils soient eux aussi de fiers racistes WASP qui cultiveront à leur tour la haine du francophone et la haine des catholiques. Et les Junior Orange Lodge sont elles aussi très très nombreuses à la fin du 19e siècle. Donc c'est un parcours en ascension fulgurante pour le mouvement orangiste durant le 19e siècle et au début du 20e. En fait, le mouvement orangiste atteindra son zénith, son point culminant en 1920 au Canada. Je pourrais vous donner peut-être quelques chiffres, si vous me permettez de les retrouver, pour vous donner une idée à quel point le mouvement orangiste aura pu se développer rapidement, au point d'être un mouvement d'une grande puissance en 1920. Au Canada, 2000 loges sont actives en 1920 sur le territoire canadien, comme je vous le disais tout à l'heure, du Labrador à Vancouver, en passant par toutes les provinces canadiennes, dont le Québec. Le Québec, tiens, pour parler du Québec, oui, il y a eu des orangistes ici et de farouches orangistes. Vers 1920, il y a de nombreuses loges qui sont présentes sur le territoire du Québec. On en recense à Gatineau, à Québec, à Montréal, beaucoup en Estrie et même en Gaspésie et à Trois-Rivières. Donc les orangistes sont solidement installés ici. Il y a une grande loge provinciale pour le Québec qui fédère les loges locales. Et au plan de l'ensemble du mouvement orangiste au Canada, il y a une statistique qui est assez célèbre. Peut-être l'aurez-vous lu, par exemple, dans le livre noir du Canada anglais de Normand Lester, qui a quand même fait un bout de recherche intéressant sur l'orangisme. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, un Canadien anglais mâle et adulte sur 3 aura été membre du mouvement orangiste. Donc, un homme adulte sur 3, membre en règle, pas simplement partager les idées, là. Il est membre en règle de la loge, il a été initié, parce qu'il y a tout un rite d'initiation. Le mouvement orangiste s'est doté d'un cadre d'endoctrinement qui ressemble un peu à ce qui se faisait du côté des francs-maçons. On va s'inspirer des francs-maçons. Donc, il y a un rite d'initiation, il y a toutes sortes de cérémoniales, de rituels. Il y a des grades qui sont accordés aux membres pour être sûr de les fidéliser et de les garder très fiers d'être dans l'organisation orangiste. Donc, quand on dit un Canadien anglais sur 3, c'est un membre en règle. Ça ne veut pas dire que si Peter était membre et que son beau-frère ne l'était pas, que son beau-frère ne partageait pas ses idées. Hein? Donc, imaginez la pénétration de la pensée orangiste. Imaginez à quel point le Canada anglais était raciste,
xénophobe, anti-français. C'est assez ahurissant. L'Ordre d'Orange va donc accueillir de nombreux membres, des milliers et des milliers, vous le comprenez, et l'Ordre d'Orange va donc se dire « Nous sommes puissants, nous sommes capables d'avoir de l'influence en ce pays. » Donc, non seulement avons-nous des membres, mais essayons d'avoir des membres influents et essayons de placer nos membres dans des lieux de pouvoir dans ce pays. Et puis là-dessus, chapeau aux orangistes, ils vont réussir à contrôler une très grande partie de la vie politique au Canada à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30, lié de près au Parti conservateur, d'ailleurs, on pourra peut-être y revenir. Le mouvement orangiste sera un acteur très, très influent de la scène politique canadienne. En fait, le mouvement orangiste va nous léguer, si je peux me permettre la formulation, plus de 300 élus durant cette période dans les parlements fédéral et provinciaux, parmi lesquels on retrouvera 4 premiers ministres du Canada, fiers membres de l'Ordre d'Orange. Je peux vous les nommer, je ne vais essayer de pas en oublier. Il y a MacDonald, il y a Bowell, il y a Diefenbaker, et puis ça y est, j'en oublie un, Abbott. Donc, MacDonald, Abbott, Bowell et Diefenbaker. Diefenbaker, c'est assez récent, le Diefenbaker, là. Membre en règle de l'Ordre d'Orange, il ne s'en cachait même pas, un fier orangiste. Parmi les autres élus qui feront partie de l'Ordre d'Orange, bien, c'est pas des backbenchers, comme on dit dans leur langue, hein, ce ne sont pas des députés d'arrière-ban, de nombreux ministres, ensuite des sénateurs, des hommes politiques très influents. Donc, sur la scène provinciale, sur la scène fédérale, les orangistes se retrouvent dans les partis politiques, principalement au Parti conservateur, mais aussi chez les libéraux. Puis même plus tard, dans les années 60, il y aura des néo-démocrates et des CCF, à l'époque c'est le CCF, là, dans les années 50 là, plutôt, qui seront membres en règle de l'Ordre d'Orange. Donc ils pénètrent tous les partis politiques, mais bien sûr que le Parti conservateur, c'est peut-être celui qui partage le mieux leurs idées. 300 élus, comme je vous le disais. On retrouve également des notables, bien sûr. Donc, si le Canadien anglais du peuple adhère à l'orangisme, bien tous ceux qui font partie des professions libérales, donc de nombreux notaires, des médecins, des gens très honorables, adhèrent au mouvement orangiste au Canada anglais. De nombreux diplomates, des sénateurs, comme je vous le disais. Ah tiens, parlons de diplomates et d'hommes politiques orangistes. C'est assez intéressant, lors de mes recherches, je me suis mis à m'intéresser à l'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération canadienne, parce que ça m'a surpris de lire que c'était vu à l'époque comme la réalisation d'un rêve orangiste. C'était une ambition orangiste que le Terre-Neuve ne soit pas une colonie séparée de toute l'Amérique du Nord britannique, mais fasse partie de l'Amérique du Nord britannique consolidée dans le Canada. Parce que justement, pour une raison d'unité, hein, unissons-nous tous fiers WASP, fiers Canadiens anglais. Et puis, de nombreux orangistes vont participer aux tractations menant à l'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération canadienne. En fait, plusieurs des diplomates qui négocièrent cette entrée de Terre-Neuve dans la Confédération seront orangistes, notamment Joseph Smallwood lui-même, qui sera un des principaux artisans de l'adhésion de Terre-Neuve dans la Confédération et qui deviendra d'ailleurs premier ministre de Terre-Neuve, fier orangiste. Dans la hiérarchie militaire, l'Ordre d'Orange sera également très, très présent du côté de l'armée canadienne, ce qui s'explique sans doute par le fait que c'est d'abord par les militaires que l'Ordre d'Orange arrive ici, puis qu'on retrouve chez les militaires des Canadiens anglais parmi les plus monarchistes et les plus fiers de défendre la couronne britannique. Évidemment qu'on en retrouvera beaucoup d'orangistes parmi les 100 grades, mais parmi les hauts gradés de l'armée canadienne, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y aura beaucoup d'orangistes, à commencer par un homme qui s'appelle Samuel Hughes, qui sera rien de moins que ministre de la milice et de la défense durant la Première Guerre mondiale. Donc cet homme qui cracha sur les Canadiens français en disant qu'ils étaient des pleutres qui ne voulaient pas s'enrôler sous les drapeaux britanniques durant la Première Guerre mondiale, mais c'était un fier orangiste qui s'assurera que les Canadiens français n'aient jamais d'avancement dans l'armée canadienne, qui fera toutes sortes de manœuvres pour que les Canadiens français soient toujours plus brimés dans cette armée-là, tout en leur demandant
d'y adhérer et d'aller combattre outre-mer, bien sûr pour servir de chair à canon dans son esprit, on le comprendra. Pour vous donner une idée du genre de manœuvre de Sam Hughes, il interdit, sous son règne, au 65e bataillon de Montréal, de parader lors des processions de la Fête-Dieu, qui étaient des processions importantes pour les Canadiens français à l'époque, donc une manifestation de leur foi catholique, puis qui avait une certaine connotation nationaliste, hein, donc on s'affirmait de fiers Canadiens français catholiques lors de ces processions de la Fête-Dieu. Donc en même temps qu'il empêche les régiments canadiens français de parader à la Fête-Dieu, mais il ne verra aucun problème à ce que les militaires canadiens anglais paradent lors des parades orangistes du 12 juillet, puis non seulement il ne verra aucun problème à ça, mais il va encourager les militaires canadiens anglais à grossir les rangs des parades orangistes, qui seront très nombreuses au début du siècle dernier au Canada, particulièrement à Toronto, qui sera un chef-lieu de l'orangisme canadien, mais dans une multitude de villes au Canada anglais. Entre autres à Terre-Neuve, où l'orangisme sera si puissant que le 12 juillet, qui est cette date la plus importante dans le calendrier orangiste, je vous le rappelle, parce qu'on commémore lors de cette date la bataille de Guillaume d'Orange le protestant sur Jacques II le catholique, mais ça deviendra un jour férié à Terre-Neuve, donc une fête légale à Terre-Neuve, ce qui est un fait inusité dans tout l'Empire britannique. Ce sera uniquement à Terre-Neuve que la fête des orangistes sera fête légale. Donc ça donne aussi une idée de la puissance de ce mouvement-là. Je vous ai parlé de Toronto tout à l'heure. Bien, plusieurs des maires de la ville-reine seront de fiers orangistes. En fait, est-ce que j'ai le... 20 maires sur les 23 qu'aura Toronto entre 1845 et 1899 seront des orangistes. De nombreux conseillers municipaux également, des départements municipaux aussi anodins que la police et les pompiers seront dirigés par des orangistes. Donc, prenez garde de faire une manifestation contre le règlement 17 à Toronto, là. Vous savez ce qui peut vous attendre. On parle du système scolaire. De nombreuses commissions scolaires seront contrôlées par les orangistes. Il y a notamment le frère de Sam Hughes, dont je viens de vous parler, qui s'appelle James, qui lui dirigera le Toronto School Board pendant de nombreuses années. Bref, les orangistes pénètrent toutes les sphères de la société, à tel point que la Grande Loge d'Irlande, donc la maison mère irlandaise de l'Ordre d'Orange, affirme encore aujourd'hui sur son site Internet et dans ses documents officiels que, et puis là je vous donne la petite citation, Canada is probably the best example outside the British Isles of how Orangism is became part of a way of life. L'orangisme canadien, le Canada est l'endroit où l'orangisme est devenu un mode de vie. C'est le meilleur exemple d'un endroit en dehors des îles britanniques où l'orangisme est devenu littéralement un mode de vie. Donc c'est pas peu dire. Puis on peut leur accorder raison sur cette affirmation. Le mouvement orangiste aura un énorme succès parce qu'il saura s'adapter à la situation canadienne, particulièrement un phénomène comme celui de la colonisation de l'Ouest canadien. Donc après s'être installé solidement en Ontario, au Nouveau-Brunswick, un peu au Québec dans les zones anglaises, dans les zones anglophones, il y aura le développement du Canada, du Manitoba jusqu'à la Colombie-Britannique, et les orangistes se disent on doit être les premiers, histoire de s'assurer que le mouvement orangiste fleurira à l'ouest de l'Ontario. En fait, l'Ordre d'Orange va aller jusqu'à anticiper l'itinéraire de colonisation de l'Ouest canadien. Donc, quand on développera le chemin de fer, par exemple, pour assurer le développement de l'Ouest canadien, l'Ordre d'Orange va s'assurer d'être présent sur place, physiquement, en construisant de premières habitations, avant même que le chemin de fer arrive dans le futur village ou dans le futur hameau. Puis l'Ordre d'Orange se dit, nous devons être le premier repère social des colons protestants qui arriveront s'installer dans ces territoires de l'Ouest canadien. La première chose, dans le fond, qui sera fondée et érigée dans plusieurs localités qui apparaissent à l'ouest de l'Ontario lorsque l'Ouest canadien se développe, c'est un local de la loge orangiste. C'est ce qu'ils appellent les Orange Hall. Avant même qu'il y ait une école, avant même qu'il y ait une église, on fonde
un Orange Hall. Tant et si bien que souvent, ces Orange Halls-là vont servir carrément d'école et d'église, étant donné que c'est le premier bâtiment qui est érigé dans la localité. Donc, c'est pas fantastique, hein? Donc, quoi de mieux que d'être dans un lieu comme ça où on endoctrine les jeunes Canadiens anglais à haïr les francophones, à détester tout ce qui n'est pas WASP, pour les éduquer, parce qu'on y fait la classe, et pour, professer sa foi protestante, parce que ces lieux-là vont servir d'église. Donc, le Canadien anglais, qui décide d'aller s'installer au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, est accueilli tout d'abord par l'Ordre d'Orange. Et bien sûr, on fait comprendre à ces colons-là que s'il veut avoir une bonne position dans le village, s'il veut se trouver un emploi, s'il veut simplement avoir une terre, hein, ce qui est un minimum pour pouvoir survivre à l'époque, d'avoir sa terre, de pouvoir s'établir, bien, tu dois être dans les bonnes grâces du mouvement orangiste, prends ta carte, adhère à la loge orangiste, puis on va s'occuper de toi. Si tu embarques, on va s'occuper de toi, puis si tu n'embarques pas, bien, tu risques d'avoir bien des problèmes. Ce qui explique pourquoi l'Ouest, l'Ontario, puis ensuite tout l'Ouest canadien, ne sera pas beaucoup colonisé par les francophones. Ce n'est pas un hasard si on n'a pas pu établir une présence francophone aussi marquée que ce que nous aurions pu en Ontario et ensuite dans l'Ouest canadien. C'est que, bien sûr, les orangistes vont s'organiser pour repousser les francophones carrément de certaines zones, pour les marginaliser, puis même pour les faire fuir à force de discrimination et d'ostracisme. Là, vous avez peut-être en tête l'épisode de Louis Riel, les combats des Métis, on pourra sans doute y revenir tout à l'heure, mais je voudrais compléter mon point sur la capacité d'adaptation du mouvement orangiste qui a fait son succès. Donc, on s'adapte aux milieux locaux, on devient le premier repère social pour les colons protestants qui vont s'installer. Puis, au plan des communications, on s'adapte à ce qui prend de plus en plus d'importance au 19e siècle, parce qu'on se situe au 19e siècle, là, dans les débuts du développement de l'orangisme, c'est la presse écrite. Hein? Donc, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, bien entendu. C'est par la presse écrite que les gens s'informent à l'époque, au-delà du bouche à oreille et au-delà des sermons dans les églises. Donc, les orangistes vont se dire, on doit mettre la main sur la presse écrite pour assurer notre succès. Et de fait, de nombreux journaux seront sous le contrôle des orangistes quand ils ne vont pas carrément se doter de journaux clairement orangistes. Le principal journal orangiste, ce sera le journal de Sentinel, qui publie toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais à faible tirage, bien entendu. Là, ce n'est plus ce que c'était, mais ça deviendra un journal influent à l'époque. Puis sinon, les orangistes vont s'organiser pour pénétrer les salles de presse, se retrouver dans des postes importants dans de nombreux journaux. Puis aussi, quand une agence de presse comme la Presse canadienne sera fondée, mais peut-être serez-vous étonné d'apprendre que cette agence de presse-là, qui est toujours l'agence de presse officielle au Canada par laquelle on nous relaie les nouvelles de ce pays, bien, ça a été fondé par des orangistes, la Presse canadienne, parce qu'à l'époque, c'était l'agence de presse américaine qui couvrait également le territoire du Canada, et on trouvait que les Américains ne témoignaient pas assez de respect dans le traitement de la nouvelle pour la monarchie britannique et le fait WASP. Donc, on va décider de fonder une agence de presse purement canadienne, purement pro-britannique, la Presse canadienne, qui existe encore aujourd'hui et qui est la principale agence de presse en ce pays. Donc, il y a peut-être une certaine culture d'entreprise qui a pu s'installer dans cette agence de presse-là. L'Ordre d'Orange est un succès pour ces raisons, mais l'Ordre d'Orange ne va pas en rester là. L'Ordre d'Orange va aussi susciter, comme si la chose était possible, et malheureusement ce sera possible, des organisations encore plus intolérantes qu'elles, des organisations encore plus fanatiques. La principale d'entre elles, celle sur laquelle je vais m'attarder particulièrement, c'est le Ku Klux Klan canadien. Hein? Vous connaissez sans doute un peu cette organisation qui est née aux États-Unis, épouvantablement raciste, qui prône la violence contre les Noirs américains, bien entendu, mais aussi contre toutes les minorités, contre tous ceux qui ne sont pas de fiers WASP. Mais cette organisation-là, dans les années 20, va connaître beaucoup de succès au Canada anglais, 100 ans. Et pourquoi elle connaîtra beaucoup de succès, cette organisation du Ku Klux Klan canadien? C'est parce que l'Ordre d'Orange va favoriser sa création, son apparition, son développement.
puis qu'il y aura littéralement une convergence, le mot n'est pas utilisé à l'époque, là, mais une convergence entre le mouvement orangiste, le Ku Klux Klan et aussi le Parti conservateur. Donc, comment ça se passe, cette chose-là? C'est que dans les années 20, le mouvement orangiste ne peut sans doute pas être plus puissant qu'il l'est à cette époque-là. Donc, pour renouveler le mouvement, pour ressourcer le mouvement, on s'inspirera du KKK américain pour se doter d'une aile encore plus radicale, si vous voulez. Donc, certaines personnes, certains clanistes américains, donc des membres du KKK américain, viendront au Canada professer leur doctrine, et les orangistes seront très réceptifs à cette doctrine épouvantablement raciste, et puis décidera d'encourager la création de ce mouvement-là. De façon bien concrète, hein, quand je parle de convergence puis de favoriser l'apparition du KKK, c'est qu'on partagera les listes de membres, par exemple. On permettra au KKK d'utiliser les locaux des loges orangistes. On leur permettra de publier dans les journaux orangistes. Bref, on partagera tous les moyens possibles pour s'assurer que ce mouvement-là, encore plus extrémiste que le mouvement orangiste, puisse connaître du succès au Canada. Des débuts modestes en Ontario, mais l'Ontario est quand même un terreau fertile. Assez rapidement, le mouvement aura assez d'importance pour que le KKK parte ensuite à la conquête de l'Ouest canadien. Peut-être vous donner quelques chiffres là, pour vous surprendre peut-être un peu et vous montrer à quel point le KKK a été puissant au Canada anglais dans les années 20. En Colombie-Britannique, en 1927, c'est 13 000 membres en règle. 13 000 personnes portent la cagoule du KKK en Colombie-Britannique, dont 8 000 à Vancouver et 3 000 à Victoria. Donc, c'est pas rien. D'ailleurs, une parade du Ku Klux Klan, donc même pas du mouvement orangiste qui est déjà terrible, là, du Ku Klux Klan, une parade du KKK attire 10 000 personnes en juin 1927 à Vancouver. Quand même pas rien. Le Klan sera d'ailleurs défendu à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique par le Parti conservateur à cette époque-là, quand les gens vont commencer à s'inquiéter de ce succès-là. En Alberta, c'est de 5 000 à 7 000 membres durant les années 20 pour le KKK albertain. Ça veut dire plus de 50 cellules dans la province, de nombreuses localités sont noyautées par le KKK, et le journal du KKK, qui s'intitule The Liberator, publiera jusqu'à un tirage de 250 000 copies dans ses meilleures années. C'est quand même pas une publication marginale. Si le journal Le Québécois pouvait avoir ce tirage-là, on serait bien content, je vous en passe un papier. Donc le KKK est un succès épouvantable à cause de l'Ordre d'Orange qui favorise son succès. Puis il y a de célèbres orangistes qui décident de s'afficher publiquement pour le KKK, donc on s'en cache même pas. Ensuite, la Saskatchewan, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans cette province-là, dans les années 20, c'est 50 000 personnes qui adhèrent au KKK en Saskatchewan. C'est probablement là où le KKK sera le plus puissant, à tel point qu'il y aura un KKK provincial de la Saskatchewan, puis qu'on va fonder une deuxième organisation provinciale qui s'appellera le SaskClan. Donc c'est comme s'il y avait deux organisations provinciales du KKK en Saskatchewan à l'époque, parce que le succès est vraiment épouvantable. Là. On gère une crise de croissance là, du côté du KKK dans les années 20 en Saskatchewan. De nombreux notables, d'ailleurs, adhèrent au Ku Klux Klan. 8 maires, 11 chefs de village, 7 présidents de conseils municipaux, 12 secrétaires trésoriers de conseils municipaux, 32 échevins dans différentes municipalités, 26 pasteurs, du beau monde qui joint les rangs du KKK à l'époque. À Moose Jaw, par exemple, juste dans cette ville-là, le clan va recruter 2100 membres et va attirer 7000 personnes lors d'un rallye, toujours en 1927. D'ailleurs, la ville va rendre hommage au Ku Klux Klan à l'époque en posant une plaque commémorative à la gloire des bienfaits du clan qui combattent la racaille, qui n'est pas WASP. À Regina, c'est 1 millier de personnes. À Melville, le chef de police décide de joindre les rangs du KKK, donc pas trop de problème si vous voulez adhérer au KKK dans cette localité-là à l'époque. Ah, celle-là est pas pire. Dans le petit village de Woodrow, 153 citoyens sur 218 portent la cagoule à l'époque.
Donc, si vous êtes contre le Coca-Cola à Woodrow, là, à la fin des années 20, là, je pense que vous êtes mieux de déménager. À peu près tout le monde fait partie du Ku Klux Klan à l'époque, en belle convergence avec les orangistes et en belle convergence avec le Parti conservateur. Peut-être que ça vous intéresse que je me rende jusque-là, connaître un peu l'histoire de ce Parti conservateur qui existe toujours de nos jours et qui est au pouvoir à Ottawa. D'où c'est parti, ça, le Parti conservateur, évidemment, le parti le plus à droite, le plus réactionnaire, le plus monarchiste à l'époque, qui sera très sympathique au mouvement orangiste. D'ailleurs, plusieurs des députés conservateurs et parfois même jusqu'au premier ministre sont membres en règle du mouvement orangiste. Et lorsque le Coca-Cola va apparaître dans le sillon de l'orangisme, pour le Parti conservateur, il n'y aura pas trop de problèmes non plus, particulièrement en Saskatchewan et en Alberta, à tel point que ça va rebondir fréquemment aux communes, là, cette alliance entre les conservateurs, le Coca-Cola, les orangistes. Il y a un courageux député québécois, Jean Pouliot, qui à l'époque va accuser différents députés conservateurs d'entretenir des liens très étroits avec le Ku Klux Klan. Il va rendre des documents publics qui vont notamment prouver qu'il y a un député conservateur qui figure en tant que tel sur la liste de paye du Ku Klux Klan. Donc, difficile de se cacher de ses allégeances pour le bonhomme. Tandis qu'un autre a fêté son élection à Edmonton en faisant brûler des croix sur une colline près de la ville, dans le parfait rituel du Coca-Cola. Le Parti conservateur saskatchewanais tient un congrès à la mi-mars 1928, et voilà comment l'historien et journaliste Martin Robin décrit ce qui se passe. Il nous dit Henderson, qui est le chef conservateur et futur premier ministre de la province, sembla avoir trouvé entièrement acceptable que les membres du Ku Klux Klan aient assisté en grand nombre au congrès, qu'ils aient circulé parmi les délégués, qu'ils aient été consultés sur des questions politiques et qu'ils aient distribué leur documentation haineuse en toute quiétude. Donc, bienvenue au Coca-Cola, bienvenue pour les gens du Coca-Cola dans les congrès conservateurs à l'époque. Puis plusieurs sources confirment d'ailleurs des liens concrets entre le premier ministre Henderson, conservateur, et le Ku Klux Klan. On l'aurait vu à de nombreuses reprises fréquenter le local du Ku Klux Klan sans trop se cacher. Et puis en 1929, qu'est-ce qui arrive? Bien, le Parti conservateur d'Henderson prend le pouvoir en Saskatchewan. Et puis là, bien, qu'est-ce qui va en résulter? Bien, des lois pour abolir le fait français dans cette province-là, pour combattre les francophones. Il y avait un dû à rendre aux orangistes et au Ku Klux Klan, et ces deux organisations-là ne seront pas déçues de ce que feront les conservateurs à l'époque au pouvoir. C'est d'ailleurs sans doute ce qui explique le déclin du mouvement orangiste et du Ku Klux Klan au Canada anglais à partir des années 30. C'est que dans les années 20, les partis conservateurs qui prennent le pouvoir dans de nombreuses provinces canadiennes vont appliquer le programme des orangistes qui vise à éliminer le fait français au Canada avec un très large succès, ce qui fait que le mouvement orangiste et le Coca-Cola canadien seront un peu victimes de son succès dans un certain sens. Puis bien sûr, il y a la Seconde Guerre mondiale qui va venir brasser les cartes par la suite. Quoi vous dire d'autre? Bien, quelque chose qui serait important de souligner, c'est que l'Ordre d'Orange, qui est si puissant, va jouer un rôle lors des nombreux conflits qui vont agiter l'histoire du Canada. Bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'orangisme est au cœur du conflit au Manitoba qui opposa les Métis face au Canada anglais qui a voulu réprimer les Métis de Louis Riel. Ensuite, quand c'est en Saskatchewan que le mouvement des Métis deviendra combatif, encore une fois, les orangistes seront au premier plan pour débarrasser l'Ouest de ces Métis francophones. Bien, quand Riel sera capturé, par exemple, tout le mouvement de pression qu'exercera le mouvement orangiste pour comprendre Louis Riel sera un facteur important dans le fait qu'on décide, en effet, d'exécuter Louis Riel. D'ailleurs, si je peux retrouver ma petite citation... attendez... Un journal... Tiens, le journal L'Électeur, à l'époque, va dire que Riel exécuté, c'est le triomphe de l'orangisme sur nous, donc c'est un journal canadien-français, c'est le dernier mot de l'influence de notre province, le Québec, dans le gouvernement fédéral. Donc les orangistes vont crier de tous leurs poumons pour qu'on pende Louis Riel, et lorsqu'il sera pendu, ce sera une grande victoire pour eux, grande victoire qu'ils n'oublieront pas,
Et puis récemment, en 98, quand il y aura un débat à la Chambre des communes pour réhabiliter Louis Riel et puis même le reconnaître comme père fondateur du Manitoba, puis peut-être même père de la Confédération canadienne, que vont dire les orangistes en 98, là, il y a quoi, 10 ans? Les orangistes vont dire que de réhabiliter le chef métis équivaut à blanchir tous les crimes commis par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà comment ces gens-là considèrent un homme de grand courage comme Louis Riel. Donc, ils sont au cœur du conflit qui oppose les métis au Canada anglais. Ensuite, lorsque vient, je vais passer un peu rapidement là, sur tous les conflits, je ne vais pas refaire l'histoire du Canada avec vous, si vous voulez plus de détails, vous pourrez peut-être me poser des questions tout à l'heure, mais quand il y aura la guerre des Boers et que les Canadiens français ne voudront pas y participer, évidemment que les orangistes vont s'agiter, vont traiter les Canadiens français de pleutres, vont vouloir s'en prendre aux Canadiens français. Première crise de la conscription en 14-18, les orangistes vont gueuler pour que les Canadiens français aillent se faire tuer pour la couronne outre-mer, en nous traitant de pleutres, en nous assénant les pires insultes, alors que c'est un orangiste qui dirige le ministère de la Défense à l'époque, je vous le rappelle, et au moment où le règlement 17 en Ontario interdit l'éducation en français. C'est assez fantastique. Les Canadiens français sont brimés, nous sommes brimés dans nos droits les plus fondamentaux qui sont d'être éduqués dans notre langue, et pendant qu'on vit une telle brimade, de sales orangistes nous traitaient de pleux, de lâches, de couillons, de tout ce que vous voulez, parce qu'on refusait d'aller servir dans une guerre impérialiste britannique. C'est assez fantastique. Et puis les orangistes vont se mettre à craindre un peu les Canadiens français à l'époque parce que nos pères et nos mères seront courageux et courageuses et vont s'opposer fortement à la conscription. Le mouvement sera fort. Et puis les orangistes vont commencer à craindre que peut-être que les Canadiens français pourraient imiter les Irlandais et à la faveur de la Première Guerre mondiale, essayer de se révolter, peut-être même essayer de faire leur indépendance. Sauf que les orangistes vont bien sûr asséner des menaces aux Canadiens français qui seraient tentés de profiter de la Première Guerre mondiale pour se révolter. L'Ordre d'Orange va déclarer que si l'occasion devait se présenter, 250 000 orangistes, trop vieux pour aller combattre au-delà des mers, parce qu'évidemment, tous les jeunes orangistes s'enrôlent sous les drapeaux et vont combattre outre-mer, mais les plus vieux restent en Amérique du Nord, mais ils sont quand même prêts à se battre. Ils sont prêts à se battre à tel point que 250 000 orangistes pourraient être enrôlés dans un mois pour détruire toute tentative qui pourrait être faite dans la province de Québec pour fonder une république, déclare le grand maître de la Grande Loge orangiste d'Ontario-Ouest. On croira entendre les partitionnistes en 97-98. C'est assez étonnant. Et il ajoute « Je ne puis m'empêcher d'exprimer le ressentiment qui règne dans l'esprit de tout sujet loyal anglais du Canada contre le peuple du Québec. » Les choses ne changent pas tant que ça quand même. Les orangistes seront nombreux à se précipiter sous les drapeaux, à tel point qu'il y a une anecdote intéressante. Il y a une loge orangiste qui sera fondée sur l'Atlantique, et puis le certificat de fondation de la loge sera perdu sur le champ de bataille, et puis plus tard, on va le retrouver. Donc, ces gens-là étaient de fervents orangistes, à tel point que, rendus outre-mer, ils se fondaient de nouvelles loges au moment même où ils allaient combattre, puis qu'ils auraient peut-être dû avoir d'autres préoccupations que de fonder des loges orangistes alors qu'ils allaient affronter l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, toutes les crises que le Canada vit est marquée de l'orangisme. Les répressions des patriotes, puis la lutte des patriotes en 37-38. Lorsqu'on parle des volontaires anglais qui ont été armés pour combattre les patriotes, mais c'est qui ça, les volontaires anglais? Ce sont de farouches opposants aux faits français, ce sont de farouches monarchistes, et parmi eux, un très très grand nombre d'orangistes. Lorsqu'ensuite, en 1849, c'est la révolte à Montréal et on incendie le Parlement et la bibliothèque du Parlement parce qu'on a osé indemniser les Canadiens français qui avaient été réprimés fortement aux suites de 37-38. C'est qui ces Anglos-là qui mettent feu au Parlement, qui se révoltent contre les Canadiens français? Il y a un très grand nombre d'orangistes parmi eux. La lutte aux écoles françaises dans les années 20, évidemment que c'est le fait des orangistes. Durant la Seconde Guerre mondiale aussi, énormément d'orangistes vont se présenter sous les drapeaux. Puis encore une fois, ceux qui restent au pays vont gueuler contre les Canadiens français qui sont encore une fois contre la conscription. En fait, les orangistes seront si nombreux à se précipiter sous les drapeaux durant les deux grandes guerres
qu'il n'y aura pas d'assemblée annuelle du mouvement orangiste durant les années de guerre, et à tel point qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement orangiste est un peu déliquescent, énormément d'orangistes ont été tués outre-mer, puis on doit essayer de se réorganiser. Sauf que le monde moderne ne sera pas très bien compris par le mouvement orangiste. À partir des années 50, la communication se fait beaucoup par la télé, par la radio, et les orangistes ne réussissent pas à s'adapter à ces nouveaux modes de communication-là. Puis ils ne réussissent pas non plus à s'adapter dans les années 60, au nationalisme canadien qui se transforme. Hein. Lorsque, par exemple, Trudeau va arriver avec sa doctrine du multiculturalisme, les orangistes qui sont de farouches racistes, qui veulent combattre toutes les minorités, ne sauront pas trop quoi faire avec cette chose-là, le multiculturalisme, donc la reconnaissance d'une mosaïque de minorités au Canada. Qu'est-ce que c'est ça? Le Canada doit être un britannique, et uniquement anglais, et de pure race. Les orangistes vont pas trop comprendre cette transformation-là du nationalisme canadien. Et puis lentement, le mouvement va s'étioler, mais le mouvement va demeurer quand même assez présent pour aujourd'hui exister toujours de façon formelle. Donc le mouvement orangiste, c'est quelque chose qui existe encore de nos jours. Il y a toujours une grande loge pan-canadienne qui fédère plusieurs grandes loges provinciales. Il y en a même 2 pour l'Ontario, toujours aujourd'hui. Il y en a une à Terre-Neuve, il n'y en a plus au Québec. Il y en a une grande loge pour toutes les provinces de l'Ouest. Il y en a aussi une pour les provinces des Maritimes. Ce qui fait qu'il y a plusieurs centaines de loges orangistes qui sont encore présentes au Canada anglais, encore actives, et même quelques-unes au Québec qui sont toujours actives, même si on comprend que c'est rendu un peu folklorique. Bon, ces loges-là ne sont pas très, très présentes, mais pour vous donner une idée, encore aujourd'hui, à chaque année, en tout cas jusqu'à très récemment, je ne vais pas vérifier cette année, là, mais jusqu'en 2007, les membres des 3 loges qui existent toujours dans le comté de Mégantic se réunissent encore à chaque année pour un pique-nique dans les municipalités d'Inverness et de Kinnear Mills. Donc, il y a encore des loges orangistes, semble-t-il, actives dans la région du Pontiac québécois. Donc, c'est quelque chose qui existe toujours. Puis, c'est un mouvement qui a su aussi assurer sa pérennité dans la géographie et dans la toponymie canadienne-anglaise. C'est quelque chose que j'aime souligner, même si ça peut paraître un détail. Pour ceux qui ont voyagé au Canada anglais, il y a plusieurs noms qui sont relatifs à l'orangisme et qui sont gravés à jamais dans la mémoire canadienne sans parfois qu'on le sache trop. Donc, si je vous nomme des noms de villes, de villages ou de régions, comme par exemple Schomberg, Derry, Nassau, Enniskillen, Boyne, Exeter, Orange Corner, Orange Hill, Orange Valley, Orangedale, Prince William, Purple Hill, Purple Valley, Belfast, Boyne Hill. Il y a tout un tas de localités au Canada anglais qui portent ces noms-là, qui sont tous liés directement à l'orangisme, parce que les orangistes ont été très, très puissants dans ces localités-là et qu'ils ont donc légué leur nom à certains endroits. Puis encore aujourd'hui, il subsiste certains de ces Orange Halls, ces lieux qui étaient les lieux de rassemblement des orangistes au Canada anglais. Pour vous donner quelques exemples, à Winnipeg, il y a l'impressionnant Thomas Scott Memorial. Hein? Thomas Scott, cet orangiste abattu par les Métis, ce qui créera un peu tout le ressentiment contre les Métis à l'époque de la lutte des Métis de Louis Riel. Donc à Winnipeg, on a appelé le Orange Hall le Thomas Scott Memorial pour glorifier la mémoire de ce célèbre raciste WASP. À Brandon, au Manitoba, il y a toujours un Orange Hall pignon sur rue. À Innisfail, en Alberta. La forteresse orangiste la plus impressionnante, semble-t-il, se situe à Bonavista, à Terre-Neuve. Un monument si impressionnant que la province l'a classé monument historique. Donc, si vous allez à Terre-Neuve, ça vous tente de visiter ce lieu-là, c'est un monument historique reconnu par la province. Tandis que, tiens, si vous êtes toujours à Terre-Neuve, à New Perlican, il y a le Orange Hall de l'endroit a été transformé en un Orange Museum. Donc, si ça vous tente de visiter un musée de l'orangisme canadien, bien, allez faire un petit tour du côté de Terre-Neuve. Bon, ces lieux-là subsistent, des loges orangistes subsistent.
mais le mouvement est plutôt folklorique, puis bon, n'a plus la force d'antan, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc peut-être quelques milliers de membres encore à la grandeur du Canada, quoique il y a toujours des loges Orange Young Brightons, donc des loges jeunesse. Il y en a encore quelques-unes, ce qui veut dire qu'il y a une petite relève, espérons, une petite relève orangiste, sauf que je ne vous compterai pas de peur, on s'entend que le mouvement orangiste en tant que tel, formellement, est plutôt moribond depuis quelques décennies. Ce qui n'empêche pas qu'à chaque année, il y a encore des parades orangistes à Toronto, avec l'approbation de la ville de Toronto. D'ailleurs, Toronto, en 2006, a reçu le Conseil impérial de l'Ordre d'Orange, une structure dont je ne vous ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est le Conseil impérial de l'Ordre d'Orange? C'est le Conseil mondial, finalement. Le mouvement orangiste s'est répandu dans toutes les îles britanniques, dans toutes les colonies britanniques, et ils se regroupent au plan mondial dans une structure qu'ils appellent le Conseil impérial. Et puis Toronto, en 2006, a accueilli ce Conseil impérial, donc de ces orangistes qui lancent des roches aux catholiques en Irlande encore aujourd'hui. Bien, on a accueilli ça au Canada pour leur congrès en 2006, sans que ça suscite beaucoup d'émoi. Avez-vous entendu parler de ça dans les journaux? Pas moi. Donc, l'orangisme au Canada anglais, toujours bien accepté. Parce que dans le fond, au-delà du mouvement orangiste en tant que tel, au-delà de cette institution-là, qu'est-ce qui subsiste le plus? Ce ne sont pas leurs parades, ce ne sont pas leurs rituels un peu ridicules et folkloriques, c'est leur pensée, hein? Comment expliquer toute la haine qui a été déversée contre les Québécois et les francophones à chaque fois qu'il y a eu une crise constitutionnelle? Puis encore récemment, hein, avec ce qui s'est passé à Ottawa, la crise à Ottawa, pourquoi ce Québec bashing? D'où ça vient? Mais ça vient d'une pensée qui a été forgée depuis de nombreux siècles et qui laisse encore de nombreuses traces. Puis même si parfois on pense que c'est enfoui, puis que les Canadiens anglais, bon, peut-être que ça a évolué, peut-être que ça a changé. Puis c'est vrai qu'il y a de nombreux Canadiens anglais progressistes là, qui reconnaissent le fait français au Canada, sauf que quand il arrive un référendum, quand il arrive une crise constitutionnelle, et là on voit c'est quoi qui ressort dans l'opinion publique, on se rend compte que la pensée orangiste, bien, elle est restée très importante. Ce pays-là a été pénétré par le mouvement orangiste. Si le mouvement en tant que tel n'existe plus beaucoup, mais sa pensée, malheureusement, existe encore. C'est pourquoi il faut continuer de combattre le fait français, il faut continuer pour le fait français, il faut continuer qu'on me comprenne bien, il faut continuer de combattre ce racisme anti-français, ce racisme anti-francophone, parce que ça demeure très présent dans la pensée orangiste. Puis il ne faut pas penser que nous avons vaincu ce mouvement-là si formellement il n'existe plus. Moi, je pense que malheureusement, ce mouvement-là a gagné son pari de faire du rejet du fait français une pensée dominante au Canada anglais. Donc, je m'arrêterai ici, j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Oui. Jean-Pierre en premier. Oui. Vous essayez de retenir. Ok, je t'ai en avant. Une question. C'est pas une question, c'est une intervention un petit peu. D'abord, pour dire qu'il y a 2-3 jours, je suis allé sur un site Internet, les orangistes de l'Ontario, et j'ai vu une photo. Là, malheureusement, je ne sais pas, mais ça se retrouve hein, sur Internet, on retrouve ça sur Google. J'ai vu une photo récente du mois de juillet dernier, la fête des orangistes, je ne sais plus quelle date exactement. Et c'était à Kandahar, en Afghanistan, des soldats canadiens avec le drapeau des orangistes. Il y était à peu près 12 ou 15 jeunes soldats canadiens-anglais, probablement. Ils étaient photographiés, puis c'était sur le site des orangistes de l'Ontario. Ça m'a quand même étonné. Là, on parle de juillet 2008, pas d'il y a 2-3 ans. Ah non, c'est un mouvement qui est encore... C'est encore, malgré tout. Vivant. Mais c'était quand même des jeunes soldats, c'est ça qui m'a quand même frappé. Oui, non, il y a une certaine relève. Il y a des loges jeunesse. Puis, d'ailleurs, on peut voir un certain nombre de photos de militaires canadiens-anglais qui sont membres du mouvement orangiste. Puis, évidemment, les orangistes se font une fierté d'avoir des leurs parmi les troupes canadiennes. Donc, puis tu parles d'un site Internet orangiste. De donner une idée de la vitalité du mouvement orangiste encore aujourd'hui, qui est toujours présent, malgré qu'il ne soit plus ce qu'il était. Mais dans mon livre, là, j'ai toute une série de sites Internet orangistes canadiens. C'est un mouvement qui est encore bien présent, même s'ils n'ont
ne s'affiche plus aussi publiquement qu'il le faisait à une certaine époque. Peut-être une dernière anecdote, puis ça, c'est dans ton livre que j'invite aux gens de lire, c'est vraiment intéressant. Je l'ai trouvé dans son livre. C'est que, pour une histoire courte, là, je ne devrais pas dire ça, c'est personnel, mais quand même, mon beau-père était un orangiste. Donc, ma femme, elle venait de l'Ontario, puis était irlandaise protestante. Et je n'ai pas su au début que mon beau-père était orangiste. Sauf que ma femme, au début, avant qu'on se marie, elle me dit on va pouvoir se marier parce que ma grand-mère est morte. Ma grand-mère était une orangiste d'Irlande du Nord. Et elle détestait ce qu'elle appelait les papistes. Et d'ailleurs, il y a une photo de sa grand-mère à elle, où on la voit quelque part, je pense que c'était à Londonderry, avec une carabine. La grand-mère, elle est déjà grand-mère à ce moment-là, puis c'est marqué cette balle-là est pour les papistes. Puis là, ma femme me disait à la blague, au début, quand on est jeune, dans la vingtaine, je l'écoutais, puis ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, cette grand-mère-là. Je sais qu'elle était morte, moi je ne l'ai jamais connue, cette grand-mère-là. Puis elle dit on peut se marier parce que sinon, elle m'a déjà dit avant de mourir, si tu maries un catholique, toi, en tout cas, je vais te renier, puis bon, bref. Moi, je pensais que c'était des balivernes. Et quand j'allais chez mon beau-père, parce que mon beau-père restait pas avec ma belle-mère, c'était aussi une protestante, elle aussi. Mais quand j'allais chez mon beau-père, ma femme arrivait, on arrivait avec les enfants, puis elle était toujours fatiguée, puis elle se couchait, c'était un peu dans le sud de l'Ontario, elle se couchait, puis moi, j'étais pogné pour parler avec le beau-père toute la soirée, en anglais seulement, parce qu'il ne parlait pas un trait de mot de français. Puis là, il me parlait toujours... Je l'écoutais, j'avais la misère à saisir tous les mots, je ne suis pas très bon en anglais, puis de toute façon, mon anglais s'en va en dépérissant d'année en année. Mais dans ce temps-là, je le parlais un peu mieux. Je l'écoutais, puis il me parlait toujours contre les Français. Pas contre moi, parce que bien sûr, il n'osait pas trop, parce qu'il était en face de moi. Puis là, il me parlait toujours contre les Français. Puis là, moi, je ne comprenais pas, parce que je savais qu'il haïssait les séparatistes, il disait toujours les séparatistes. Donc, je parlais de René Lévesque, je parlais de ça, puis il haïssait ça. Puis là, il me parlait toujours contre les Français. Puis là, à un moment donné, je ne comprenais pas, il était fédéraliste, mais il haïssait Trudeau comme c'est pas permis. Mais chaque temps, il y a finalement rien que les Français, lui, qui soit fédéraliste. Ça m'échappait un peu à l'époque, j'étais jeune, puis je comprenais pas. Et je ne savais pas qu'il était orangiste à ce moment-là. Je savais juste qu'il avait été militaire de carrière de sa vie, qu'il était photographe dans l'armée, puis là, à la fin de sa carrière militaire, il était devenu photographe dans le Whig Standard, un journal quotidien de Kingston, Ontario. Et là, après sa mort, il faut dire que, juste pour dire, c'est qu'il a toujours parlé contre les Français. Mais à force de me connaître, si on veut, comme Jean, il a bien vu que je n'étais pas si méchant que ça. Il a fini par créer des liens et être sympathique avec moi. Puis là, les enfants, ils disaient toujours à ma femme, comment c'est ça qu'ils ne parlent pas français et anglais quand ils viennent nous voir? Pourquoi tu ne leur parles pas en anglais? C'est quoi cette affaire-là? Puis mes enfants, immanquablement, ils parlaient qu'en français. Et ça le choquait. Tout ça. Sauf qu'il était un grand-père, puis à un moment donné, il a fini par, qu'est-ce que tu veux, avoir des liens avec les enfants. Puis là, vers la fin de sa vie, il est mort. Vers la fin de sa vie, il leur disait quelques mots en français. C'était déjà et c'est après sa mort que j'ai découvert, quand ma belle-sœur et ma femme ont fait ils ont pris toutes ces photos qu'il avait prises, c'était un photographe, comme j'ai dit, et il couvrait toutes les activités, les parades, les défilés d'Ontario. Il se promenait d'un bord à l'autre d'Ontario, ça avant qu'ils me connaissent, on s'entend, on parle des années 70, 80, donc... il couvrait ça pour les orangistes. Il y avait plein de photos de défilés orangistes. Et les enfants, il amenait mes enfants se promener dans Kingston, puis, parce que lui, il restait à Kingston, puis il photographiait, à un moment donné, j'ai des photos des enfants, je l'ai su par après en lisant le livre de Pierre-Luc, il y a des photos de mes enfants qui sont embarqués sur un lion à Kingston, un moment à côté d'un canon. Et en lisant le livre, j'apprends que ces trucs-là appartenaient à un orangiste notoire de la place. Ça avait même été importé de l'Irlande ou en tout cas de l'Europe. Je crois que c'est Thomas Church qui avait acheté ce lion-là, symbole de l'Empire britannique, pour mettre ça sur son terrain. C'est des gens qui avaient des sous aussi, souvent. Et c'est là que j'ai vu que mon beau-père était... puis après ça, j'ai vu qu'il était orangiste, puis les photos aujourd'hui. C'est que ça m'a amusé de voir que... mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment orangiste, c'était ça. C'était vraiment un sentiment, je l'ai compris avec le temps, ça s'est étiolé dans son cas, mais c'était vraiment anti-français. C'était vraiment anti-francophone. Mais au début, je ne le comprenais pas. Comme je dis, je ne comprenais pas pourquoi sa haine était toujours dirigée contre... Et même des gens comme Trudeau, même des fédéralistes, du moment qu'il y avait un nom français, ils m'en disaient du mal. Mais qu'est-ce qu'il y avait contre les Français? Non, je ne sais pas. C'est une culture comme ça. Merci Jean-Pierre. Il y avait un monsieur ici. Mon nom est Clément Arcand. Je voulais... je m'étonne que vous n'ayez pas fait de relation entre le mouvement fasciste et le Ku Klux Klan et les orangistes. Et là, c'est ce qui peut... parce que, disons que j'ai pas un ancêtre, mais par la gauche, en passant 7 ou 8e génération, un lien avec Adrien Arcand, que tout le monde connaît, je pense bien, chef fasciste du Canada, financé par McKinsey. Comment se fait-il qu'ils aient accepté, par exemple,
un chef fasciste canadien-français, alors que le gros des fascistes était dans l'Ouest et en Ontario. Et il y a ce lien-là qu'on n'a pas fait, qui existait aussi en Angleterre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le roi Édouard VIII a dû démissionner. C'est pas à cause de Mme Simpson, c'est parce qu'il était fasciste. Mais vous avez tout à fait raison. Il y aura une convergence non seulement avec le Ku Klux Klan, mais le Ku Klux Klan, c'est dans les années 20. Dans les années 30, le sentiment xénophobe et raciste au Canada anglais migre vers le fascisme et les mouvements fascistes. Entre autres, il y a la Svatiska Association, pardonnez mon accent, of Canada, qui sera fondée et qui sera une des principales organisations fascistes au Canada anglais. Donc, c'est ce qu'on appelle des Svatiska Clubs qui sont fondés un peu partout au Canada anglais et qui se regroupent dans cette association pan-canadienne. Et qui est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a plusieurs orangistes, dont le fondateur de cette organisation-là, c'est un dénommé Joseph Farr, qui est un éminent orangiste et puis qui, lui, justement, va se dire, bien, oui, le mouvement orangiste, mais aussi on doit migrer vers le fascisme. Il y aura tout à fait cette convergence-là. Par exemple, c'est intéressant de voir ce qu'on relate dans les documents historiques sur l'émeute antisémite à Christie Pitts en Ontario. Pour faire une histoire courte, il y a une partie de baseball qui oppose des jeunes WASP et des jeunes juifs. Mais ça fait plusieurs fois qu'ils s'affrontent sur le terrain de baseball. Puis bon, à chaque fois, il y a beaucoup de commentaires antisémites, puis une grande discrimination contre ces jeunes juifs-là de la part des Canadiens anglais. La tension monte de parti en parti. Puis pour faire une histoire courte, l'émeute éclatera lors d'une de ces parties, et puis là, les Canadiens anglais vont sortir tout leur fiel contre les Juifs, puis vont tabasser ces jeunes Juifs-là, sans que la police n'intervienne. Donc, ces jeunes Juifs-là seront battus à coups de bâton de baseball, à coups de barre de fer, bon, vraiment un massacre. Puis pourquoi la police n'intervient pas? Bien, à ce moment-là, la police à Toronto, puis en Ontario de façon générale, est contrôlée par les orangistes. Donc, toutes sortes de vases communicants. Des fois, c'est très, très direct. Donc, quand on parle de la Svatiska Association of Canada, là, c'est carrément les orangistes qui favorisent cette association-là. Puis, des fois, bien, c'est simplement sur le terrain que ces gens-là se retrouvent et collaborent et convergent ensemble. Donc, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Tout à fait. Pourquoi il s'allie avec les Français, les Canadiens français fascistes? C'est un peu ce qu'il voulait. Ah, OK, par rapport à Adrien Arcan, ça c'est une bonne question. J'ai pas fouillé précisément le dossier d'Arcan puis du développement de son mouvement fasciste au Québec à l'époque. On sait que c'était financé par Bennett puis par le gouvernement conservateur à l'époque. C'est donc, d'après moi, là, mais j'ai pas fouillé beaucoup la question, c'est qu'on a voulu instrumentaliser peut-être un peu un Canadien français, se servir d'un Canadien français pour aller chercher un appui à cette cause-là au Canada français. Mais en même temps, Arcan a dû se plier à la pensée de ces gens-là, c'est-à-dire que Arcan était monarchiste. Oui, c'est un francophone, mais il était monarchiste, puis au plan de la défense de la couronne britannique, je pense que ça pouvait satisfaire peut-être ces fascistes canadiens anglais. C'est ce que je veux... Vous êtes monarchiste, des monarchistes de la France ou d'Angleterre? L'Angleterre, donc l'Angleterre, tout à fait. C'est là qu'il y a une interrogation. C'est que nos bons amis, les orangistes, ont dû marcher des pieds croches drôlement. Parce que d'un côté, ils allaient défendre l'Empire, pas la couronne, l'Empire. Ils allaient contre les fascistes, puis ils étaient, dont une grande partie de autres l'étaient. Alors, c'était... il y a beaucoup de contradictions dans ça. Il y en a qui devaient avoir des crampes, certains. Ah oui, non, tout à fait. Il y a beaucoup de contradictions dans ça. Puis, juste peut-être un petit truc intéressant pour montrer qu'il y a des contradictions dans ces mouvements-là qui s'en mêlent parfois dans leur pinceau, si vous me permettez l'expression. Les orangistes sont de fiers WASP, c'est la suprématie WASP, c'est le rejet de toutes les minorités, principalement, les catholiques, les francophones, mais aussi les autres minorités, ce qui n'empêche pas qu'ici, il y a une loge orangiste Mohawk qui sera créée parce que il y avait chez ces gens-là une opposition aux francophones, une opposition aux Canadiens français, une opposition aux Québécois. Donc les orangistes se sont dit, la communauté Mohawk
est en conflit avec les francophones, mais pour emmerder les francophones, on peut peut-être s'allier à la communauté Mohawk. Mais c'était pas du tout dans la pensée orangiste que d'avoir une ouverture envers les communautés amérindiennes. Mais alors là, pas du tout. Là. Sauf que là, ça pouvait les arranger. Alors, ils ont pu permettre une chose comme celle-là. Donc, il y a de ces contradictions dans l'histoire. Donc, je donnerai la chance. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vais donner la chance à d'autres personnes. Il y avait Simon-Pierre à l'arrière. Tu as parlé un petit peu de la franc-maçonnerie. Tu montrais à peu près que c'est à peu près le même fonctionnement. Mais est-ce qu'il y avait des relations entre ces deux sociétés secrètes-là qui, les deux, ont pour but d'infiltrer le pouvoir? J'ai pas fouillé cette question-là en détail, mais j'ai remarqué que plusieurs membres de l'ordre orangiste pouvaient être membres de la franc-maçonnerie aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu avoir une certaine interpénétration là, entre ces deux organisations-là, mais lorsqu'on voit le succès fulgurant du mouvement orangiste, par exemple, lorsque le mouvement orangiste est à son apogée, je ne sais pas à quel point ça pouvait être utile d'être à la fois orangiste et franc-maçon, étant donné que c'est l'ordre d'Orange qui, dans les années 20, le pouvoir politique, l'ordre d'Orange, directement dans les mains. Là. Donc, ils s'y sont rendus jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir. Bon, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Ce que je sais, c'est que plusieurs orangistes pouvaient être aussi liés à la franc-maçonnerie. Donc, peut-être, mais par définition, la franc-maçonnerie, c'est assez secret, hein, puis je n'ai pas pu aller fouiller dans le détail l'histoire de la franc-maçonnerie canadienne-anglaise. Au niveau du mouvement orangiste, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement orangiste va être moins fermé, un peu moins sectaire, même si c'est le même esprit à la base d'une fraternité secrète. L'Ordre d'Orange sera de moins en moins une fraternité secrète, puis de plus en plus une organisation politique qui n'a pas peur de s'afficher publiquement. Donc, ça serait ma réponse. Il y avait... oui, Rachel, ici. On dit que l'Ordre de Jacques Cartier a été une réaction du Canada français à l'Ordre d'Orange. Peux-tu élaborer davantage et puis voir les réactions que les Canadiens français ont eues pour se défendre contre l'Ordre d'Orange? Excellente question. J'aime beaucoup ta question. Ben, je ferai pas de lien direct parce que j'ai pas travaillé, essayé de voir s'il y en avait, donc je ne veux pas m'avancer dans des choses que je ne connais pas. Mais une chose qui est certaine pour moi, c'est que les Canadiens français, nos pères, nos mères, ne se sont pas laissés faire face à ça. Hein? Donc là, je vous ai peut-être assommé en vous disant, regardez comment ils étaient puissants pour nous écraser, puis ils ont réussi en grande partie. Wow, là, les Canadiens français ne se sont pas laissés faire. Quelles ont pu être les réponses des Canadiens français? Fondation de sociétés patriotiques, de sociétés nationales, à commencer par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, où nous sommes. Hein? Donc, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste vont jouer un rôle important pour regrouper les Canadiens français, puis les solidariser face à cet orangisme-là. L'Ordre de Jacques Cartier, je crois également que ça a pu être une réaction à l'orangisme. Un phénomène qu'on n'a pas beaucoup étudié au Québec. Donc, il y a l'orangisme qui n'a pas beaucoup été étudié du côté du Canada anglais, mais du côté du Québec, il y a les milices paroissiales, les zouaves pontificaux, ce genre d'organisations-là. C'est pas né pour rien, ces organisations-là. Je n'ai pas fouillé la question, donc c'est plus une hypothèse de travail que d'autres choses. Si ça vous intéresse, bien, vous pourriez fouiller la question. Je pense que c'est aussi une réaction face à l'orangisme. Donc, une nécessité là, sur la base de la paroisse de se regrouper entre catholiques pour faire face à ces protestants très, très intolérants. Donc, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, les milices paroissiales, comme les zouaves pontificaux, l'Ordre de Jacques Cartier, d'après moi, ça fait partie, en effet, d'une certaine réponse à l'orangisme. De manière un peu plus directe, il y aura le journal Le Devoir qui, à l'époque, s'insurgera publiquement contre l'orangisme, d'une manière assez virulente. Je veux vous dire, je pense que j'aime mieux le Devoir de cette époque-là que ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais bon, commentaire très subjectif et très personnel, parce que le Devoir n'a pas eu peur là, de dire, là, on a des loges à Montréal, c'est épouvantable, puis... donc, il y a eu différentes réactions comme celle-là. Mais en même temps, je compléterai ma réponse là-dessus, à Montréal, puis au Québec, le mouvement orangiste est présent, mais il va se faire assez discret. Donc, il n'y aura pas de grande parade à Montréal. Non, là, au Québec, là, ils ont compris que quand même, là, il y avait une limite là, à aller confronter les Canadiens français chez eux.
À quelques occasions, ils vont sortir publiquement, puis ça va tourner à la bagarre. Par exemple, quand il y aura la visite du prince de Galles, les orangistes vont vouloir aller crier leur amour de la couronne britannique, puis il y aura des confrontations avec les Canadiens français. Ou bien, quand un certain... je vais essayer de faire une histoire courte avec ça, juste pour compléter ma réponse. Par exemple, quand Gavasy, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet épisode-là, un pasteur protestant qui est très anticatholique vient au Québec pour professer sa doctrine, ce sera une occasion où les deux clans vont se retrouver dans la rue, c'est-à-dire à la fois les Canadiens français et les orangistes de l'autre, et vont se taper dessus. Sinon, les orangistes au Québec sont plutôt discrets. Là où il y aura vraiment une confrontation directe, c'est en Ontario, où là, les Canadiens français, les Franco-Ontariens vont être confrontés directement aux loges orangistes. Puis ils vont essayer d'y répondre avec tout leur courage, mais dans certaines régions, les Franco-Ontariens seront carrément évincés. Plusieurs d'entre eux reviendront d'ailleurs au Québec. Puis au Québec, bien, à travers nos organisations politiques, on s'assurera qu'au moins le Québec demeure francophone. Il y avait monsieur ici. Juste une petite question, pardon. Oui. Moi, c'est Sébastien Lépine, la question. Oui. Par rapport aux Jésuites, parce que je sais qu'ils sont présents en Nouvelle-France depuis très longtemps. C'est sûr qu'il y a eu les Huguenots un peu emmenés entre 1534 et 1608, mais les Jésuites ont toujours été là pour protéger dans un sens. Oui, plus fort un peu. Ok, mais ma question c'est par rapport aux Jésuites. Quel était leur rôle justement face aux orangistes? Ben, le clergé puis les religieux catholiques de façon générale vont bien sûr condamner cet ostracisme-là, mais ce que j'ai compris, moi, c'est qu'aussi le clergé, à l'époque, ne veut pas confronter directement les autorités politiques canadiennes-anglaises. Ma lecture de l'histoire... Plus spécifiquement, pardon, des Jésuites en tant que tel. J'ai pas fouillé principalement la question des Jésuites. Je sais qu'il y a la crise des Jésuites, des biens des Jésuites à l'époque qui fera beaucoup de bien quand on va restituer au clergé catholique les biens des Jésuites qui ont été spoliés lors de la conquête. Mais là, les orangistes seront sans connaissance. Puis là, Honoré Mercier va là directement les combattre, les pointer du doigt, puis dire que c'est assez, que le mouvement orangiste exerce une telle influence au pays. Mais sinon, j'ai pas été dans le détail ni par rapport aux Jésuites, ni par rapport aux réactions du clergé catholique en général. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il se faisait quand même relativement discret sur la place publique. Dans les journaux, c'est rare qu'on voit le clergé catholique sortir de façon virulente contre les orangistes. Peut-être juste pas son rôle je pense que le clergé catholique ne considérait pas que c'était nécessairement son rôle de s'embarquer sur le terrain politique. Les Britanniques, les Anglais, puis ensuite les Canadiens anglais ont toléré ici la présence d'un clergé catholique. J'ai l'impression que le clergé catholique s'est dit on était venu de se tenir tranquille, on nous a donné une belle province of Québec où on peut établir un clergé catholique. Faut peut-être pas trop en demander. Ils l'ont fait peut-être par le biais de l'Ordre de Jacques Cartier. Oui, mais par le biais de l'Ordre de Jacques Cartier, par le biais des sociétés nationales, c'est par ces lieux-là que la résistance s'est faite. Une question par rapport à ça, justement, parce que pendant le 19e siècle, on s'entend que l'autorité, c'était surtout les catholiques, puis les gens les seigneurs, les seigneurs canadiens et français. Les autres, je sais qu'ils n'étaient pas très, très influents. Les autres, souvent, je pense, j'ai vu certains films par rapport à ça, puis souvent, ils étaient bien soumis, genre, à l'autorité anglaise, puis mais oui, mais juste à regarder la réaction du clergé catholique lors des rébellions de 37-38. Hein. Quelques curés participeront aux rébellions, mais l'establishment... Les seigneurs, pardon, les gens de seigneurs... Oui, aussi. Pas grand-chose, c'était juste... En effet. Donc, la résistance, ça se fera à travers, plus tard, les sociétés nationales. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi, 1834, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a les sociétés nationales qui s'installent, puis les Canadiens français au Québec vont se regrouper autour de ces sociétés-là. Plus tard, l'Ordre de Jacques Cartier, comme je le dis, je pense, mais je n'ai pas fouillé la question en détail, mais je pense qu'il y aura cette réponse-là. Du côté du clergé, dans ce que j'ai vu, on semble prudent à confronter directement l'ordre d'Orange. J'avais Mario qui levait la main tout à l'heure. Non, peut-être pas. Ah, ok. Peut-être un complément d'information au sujet des Jésuites. Oui. C'est que les Jésuites ont été fondés en 1540. Au moment où on a commencé, il y avait des guerres de religion en Europe.
Et ces guerres, c'est fort important pour que les répercussions qu'on a ici, protestants et catholiques, anglais et français, ça origine de là. C'est que la France était catholique, l'Espagne, il y avait en Angleterre le roi, la royauté à ce moment-là était plutôt tendance catholique. Vous parliez de Jean II. Jean II était écossais et catholique. Et alors, là, les protestants se sont liés contre les catholiques et, je vais en revenir aux jésuites, c'est que le mouvement protestant s'était répandu en Europe dans les années 1500, 1540, 1500, des choses avec Luther, Calvin, tous ceux-là, et en Angleterre aussi très fortement. Et les jésuites ont été fondés, leur première mission, c'était de combattre les protestantistes. Alors, c'est eux qui ont promené la torche de l'Inquisition partout en Europe, et même en Angleterre. Alors, ceux qui haïssaient les catholiques, les papistes, ben, ils haïssaient les jésuites. Alors, c'est l'origine de cette version-là. Tout à fait. Et chez nous, ici, c'est viscéral. Vous savez, les Anglais ont transporté ici la guerre de religion qu'il y avait en Europe. Ah, tout à fait. Sauf qu'ici, avec la conquête, juste pour compléter puis faire suite à votre commentaire, les Jésuites vont-ils réagir, vont-ils pouvoir réagir? Ce que sont les Jésuites après la conquête, hein, quand on sait que le Collège des Jésuites à Québec, le Collège Saint-Charles-Garnier, s'est transformé en écurie au lendemain de la conquête, là, ça va pas très bien pour les Jésuites. Les Britanniques leur font comprendre qu'il y a un nouveau boss ici, c'est l'Empire britannique, puis on pourra tolérer un clergé catholique, on pourra vous tolérer, mais tenez-vous tranquille. Donc, il y a eu beaucoup de prudence. Puis moi, j'ai pas vu là, de grandes sorties du clergé en général, ni des jésuites en particulier. Vous voyez certaines choses qu'on ne sait pas. Ben, c'est sûr que par en dessous, puis ça, on ne peut pas le fouiller. Moi, avec les sources avec lesquelles j'ai travaillé, dans les journaux, je vois pas de grandes sorties. Ils sont encore influents aujourd'hui. C'est encore un autre. Ben, bien sûr. Peut-être une dernière question avec Philippe, puis ensuite on pourra jaser tout le monde à la bonne franquette. Mais Philippe, ta question? Ben, c'est important de relever dans l'histoire plus récente qu'on a eu aussi le Family Compact qui existait, le Confederation of Region, qui existait au Nouveau-Brunswick, qui s'est opposé farouchement au plébiscite institutionnalisé. Oui, donc je faisais référence au Nouveau-Brunswick. On a eu le Confederation of Region qui a existé dans les années 90, qui a été très fort, qui a été l'opposition officielle d'ailleurs jusqu'avant le référendum, qui s'est opposé farouchement à l'émancipation des Acadiens qui ont obtenu leur université dans les années 70. C'est des Québécois qui sont venus développer ça là-bas. Donc, ça a créé un ressentiment très fort chez les anglophones qui est resté assez longtemps, jusque dans les années 90. Donc, c'est une espèce de francophobie institutionnalisée, si vous voulez, dans un parti politique à l'ère moderne, si on peut le dire. À l'ère moderne. Donc, on voit ici la seule province au Canada qui s'est déclarée officiellement bilingue, donner émergence à un parti francophone. Oh oui, puis encore beaucoup de francophobie au Nouveau-Brunswick. Là, j'oublie le nom de ce groupe, mais qui est en droite ligne, héritier des Orangistes, qui est... le nom est dans mon livre, qui est un groupe qui reprend un peu la doctrine orangiste, puis qui, jusqu'à tout récemment, lors de la Fête nationale des Acadiens, ces gens-là faisaient des protestations, puis je dis jusqu'à tout récemment, c'est parce que je n'ai pas vérifié pour cette année, là, mais encore au début des années 2000, ces jeunes Anglais-là protestaient contre la Fête nationale des Acadiens en sortant sur la place publique, puis en brûlant le drapeau acadien, en piétinant le drapeau acadien, puis sans que ça crée beaucoup de scandales, puis bizarrement, sans que Radio-Canada nous relaie beaucoup ces images-là au Québec. C'est assez étonnant. Donc, oui, ce qui est très odieux là-dedans, c'est que les Acadiens, malheureusement, dans la fierté acadienne, maintenant, le fait d'être assimilé en fait presque partie. Il y a le chiac, qui est une langue qui a été développée dans le sud-est, qui est assez anglicisée, merci. Puis,
ils en sont fiers. Ils en sont fiers, puis c'est correct. C'est là qu'ils sont rendus, ils sont en train de se louisianiser. Donc, mais c'est quand même étonnant que même face à ça, on continue à... C'est comme donner des coups de pied à un cadavre, là, finalement. C'est plate à dire. Mais j'aurais une question aussi par rapport Oui, je t'écoute, au Family Compact. J'ai fait un petit lapsus tantôt. Je me demandais c'était quoi le rapport entre... quelle serait la relation entre, mettons, le Family Compact ou, mettons, la clique de château et le mouvement orangiste? Ouais, ben à l'époque, le mouvement orangiste, c'est pas encore à son zénith, mais c'est sûr que ça participe des mêmes intérêts. Hein. Pourquoi le mouvement orangiste s'est développé? C'est pas simplement pour avoir des jeunes WASP batailleurs de rue. Là. On parlait tout à l'heure de la franc-maçonnerie, puis des liens, puis de la même optique peut-être un peu. C'est d'avoir une organisation qui permet d'infiltrer les partis politiques, puis de gravir les échelons du pouvoir, puis de mettre la main sur l'argent, puis sur le pouvoir politique. Là. Donc, il y avait des gens ambitieux dans ce mouvement-là. Tu parles du Family Compact, on peut parler de la clique de la Confédération aussi. Là. Les gens derrière la mafia du chemin de fer, là, puis tout le développement de l'Ouest canadien, là, les orangistes sont là à tour de bras. Donc, c'est pas juste non plus... s'assurer que le Canada anglais sera anglais pro-britannique, mais c'est aussi avoir le pouvoir politique et le pouvoir économique et mettre la main sur la pièce. Hein. Donc, il y a toujours ça. Hein. C'est pas juste... Peut-être que pour bien des orangistes à la base de l'organisation, c'était simplement comme le beau-père de Jean-Pierre. La détestation, la haine du fait français, mais plus haut dans la hiérarchie orangiste, on se rendait compte que le mouvement orangiste, c'était un tremplin pour le pouvoir politique et c'était un tremplin pour le pouvoir financier. Puis ça commence assez tôt parce que dans les années 1860, quand le développement de l'Ouest est une idée qui prend de plus en plus